Donc ce matin, je vais vous parler, dans le cadre de l'heure qui m'est impartie, du passif environnemental de l'entreprise dans une dimension juridique de par ma formation. Alors il se trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de mon sujet de thèse de doctorat. Donc je vais avoir une approche qui sera forcément limitée puisque le système juridique est vaste et on ne peut avoir qu'une approche prise sous certains angles. Donc je ne peux pas prétendre en une heure de temps m'attaquer à tous les aspects du système juridique. Alors, il se trouve que la notion de passif environnemental, le passif environnemental, focalise beaucoup l'attention lorsqu'il est question d'appréhender le risque général de l'entreprise. Et je trouve particulièrement en droit qu'on a tendance à tout de suite s'intéresser au passif environnemental qui semble symboliser la volonté d'appréhension du risque environnemental de l'entreprise. Donc, c'est une notion qui a tout de suite attiré mon attention et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ailleurs d'y consacrer ma thèse. Alors plus précisément, la notion de passif environnemental, on la rencontre très fréquemment à l'évocation de la transmission de l'entreprise. Voilà, c'est au moment où on souhaite transmettre une entreprise qu'on va se soucier de savoir si elle a ou non un passif environnemental. Alors à tort, peut-être un peu trop tardivement, mais concrètement, c'est vraiment la phase de la vie de l'entreprise où on va s'intéresser à la question de son passif. C'est la raison pour laquelle la pratique a développé ce que l'on appelle les clauses de garantie de passif environnemental. Alors en réalité, cette pratique, elle existe déjà à travers les classiques clauses de garantie de passif. Elles ont simplement vocation, celles-ci, à appréhender le risque environnemental. Donc c'est ce qu'on appelle les clauses de garantie de passif environnemental. Ces clauses ont pour objet de couvrir l'apparition d'un passif qui serait postérieur à la cession, donc postérieur à la transmission de l'entreprise, mais dont l'origine serait, elle, antérieure à la cession. Donc ces clauses, elles visent l'appréhension contractuelle du risque environnemental qui, par définition et par nature, comporte un caractère aléatoire. Donc c'est la première approche que l'on peut avoir du passif environnemental en droit, c'est à travers cette pratique des clauses de garantie de passif et spécifiquement des clauses de garantie de passif environnemental. Donc ça peut donner une première idée de ce que peut être le passif environnemental de l'entreprise lorsque l'on s'intéresse au champ de la transmission de l'entreprise. Alors, on peut pousser un petit peu la définition, et pour pousser la définition et même définir le passif environnemental, à mon sens, le plus intéressant, c'est de se pencher sur l'approche comptable et donc le droit comptable. Donc ce matin, je vais parler du droit comptable et j'en parle avec beaucoup de fierté parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en droit, donc je vais m'appesantir sur ces dimensions de droit comptable. Alors le passif environnemental est effectivement et avant tout un passif et la notion de passif est précisément circonscrite par la comptabilité, on peut dire aussi par le droit comptable à travers certaines règles. Et c'est ce qui est donc intéressant d'emblée dans l'approche comptable, c'est qu'on a une définition avec des contours précis, précisément définis, qui permettent de bien appréhender le risque environnemental. Aussi et surtout, pour revenir au petit point que j'évoquais précédemment, c'est à mon sens ce qui fait l'intérêt d'une approche comptable du passif environnemental de l'entreprise. C'est quand on est dans l'idée d'une intégration comptable, on va avoir une approche qui ne se focalise pas uniquement sur ce moment de la vie de l'entreprise qui est sa transmission. Donc ça implique d'avoir une approche bien en amont, c'est-à-dire dès la création de l'entreprise, en se disant voilà, il faudrait peut-être veiller à transcrire en permanence ce risque environnemental
à travers le passif environnemental pour mieux l'appréhender, et pas seulement au moment où le risque environnemental rencontre les intérêts économiques de l'entreprise, au moment où il est question de sa transmission. Je trouve donc que c'est ce qui fait l'intérêt d'une approche comptable, c'est le fait de pouvoir anticiper et de ne pas s'intéresser à ce risque uniquement au moment où l'on souhaite transmettre l'entreprise. Donc pour revenir sur l'approche comptable, dans une acception large, donc là je fais abstraction des controverses, le passif peut être entendu comme l'ensemble des ressources de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois son passif interne ou fictif, c'est-à-dire les capitaux propres de l'entreprise, mais aussi son passif externe ou réel, à savoir les dettes de l'entreprise. En ce sens, on a la structuration du plan comptable général qui, pour moi, est assez parlante, révélatrice, puisque un titre est consacré au passif, et ce titre est composé d'un premier chapitre dédié aux capitaux propres, alors que le second chapitre concerne les passifs en général. Donc on a cette structuration du plan comptable général qui a, à mon sens, je trouve, une approche assez large du passif, à la fois les capitaux propres de l'entreprise, mais aussi ses dettes. En ce sens, nous avons aussi une disposition au sein du Code de commerce, c'est l'article R123-190 du Code de commerce, qui adopte une dimension assez large. Donc cet article dispose que le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes: les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion. Alors, pour être un petit peu plus précis sur la définition du passif, il convient de s'intéresser au plan comptable général, et précisément l'article 321-1 du plan comptable général définit ce qu'est le passif, à savoir un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise, c'est-à-dire une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente. Avec une précision, l'obligation de l'entreprise à l'origine de la sortie de ressources peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. On apprend également à la lecture de cet article que cette obligation peut découler des pratiques passées de l'entreprise, de sa politique affichée ou d'engagement public suffisamment explicité, qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu'elle assumera certaines responsabilités. Donc, l'acception est assez large, l'acception de l'obligation qui peut être à l'origine de la comptabilisation d'un passif. Alors, il se trouve qu'il existe comptablement donc des variétés de passifs. Le passif est une notion générique qui recouvre la dette, l'obligation, la dette, la provision et le passif éventuel. Donc, je vais revenir un peu sur chacun de ces points. Tout d'abord, la dette, première variété de passif. Alors, la dette, il est important et intéressant, je trouve, de voir que son acception comptable diffère de l'acception civiliste. C'est ce qui me conduit à écrire que la dette au sens droit comptable est légèrement différente de la dette au sens du droit civil. Alors, le droit civil, on l'appelle aussi, j'aurais pu me référer au droit des obligations, c'est un peu le droit commun, c'est un droit socle chez les juristes. On s'y réfère beaucoup, notamment à travers les dispositions du Code civil, un des codes napoléoniens, donc, qui date de 1804. Et on a d'ailleurs des articles au sein de ce code qui datent toujours de 1804, qui n'ont pas été modifiés depuis cette codification napoléonienne. Alors, quelle est l'acception civiliste de la dette ? Elle est la suivante. Il s'agit du rapport d'obligation considéré du côté passif. Plus précisément, il s'agit de l'obligation en vertu de laquelle une personne nommée débiteur est tenue envers une autre nommée créancier d'accomplir une prestation. Donc on retrouve quand même l'obligation à l'origine de la dette, comme on l'a dans le cadre de la définition comptable. La dette au sens comptable, donc il s'agit d'une variété de passifs, c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. Et puis plus précisément, le plan comptable général définit la dette comme un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés
de façon précise. Alors c'est vrai qu'en donnant les définitions comme ça, on ne voit peut-être pas immédiatement les divergences qu'il existe entre les deux définitions. C'est la raison pour laquelle, pour voir les conséquences pratiques que ces définitions emportent, j'ai souhaité illustrer avec un exemple qui est celui d'une vente, par exemple une vente de marchandises. Donc on peut prendre l'exemple du contrat de vente de marchandises. Alors, toujours pour m'appuyer sur ce que nous appelons, juristes, le droit commun ou le droit civil, l'article 1583 du Code civil dispose qu'une vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Ce que l'on comprend au sens du droit civil, c'est qu'une vente peut être considérée comme parfaite dès lors que les parties, l'acquéreur et le vendeur, se sont mis d'accord sur la chose et le prix. C'est aussi une étape qu'on appelle l'échange des consentements. C'est au moment de cet échange des consentements qu'il va y avoir transfert de propriété et donc une vente au sens juridique du terme. Ce qui fait que le droit civil conditionne la réalisation d'une vente au consentement des parties, qui est une notion phare du droit civil, et notamment du droit contractuel, et non à la possession matérielle des marchandises. Et en ce sens, l'approche civiliste diffère de l'approche comptable, puisque un article au sein du plan comptable général précise qu'une dette sera comptabilisée non pas au moment du transfert de propriété des marchandises, mais au moment de leur livraison. Donc on est dans des considérations plus concrètes, ce qui fait que quand bien même il y aura eu vente, et donc transfert de propriété au sens du droit civil, on ne pourra comptabiliser sous forme de dette tant qu'une contrepartie est à venir, c'est-à-dire tant que la marchandise n'a pas été livrée. Donc on a des petites divergences comme ça, selon qu'on a une approche plus comptable ou civiliste. Et je voulais marquer cette divergence, et ça me permet d'ailleurs de faire un parallèle avec l'intervention de Véronique de ce matin sur l'approche systémique que j'aime bien utiliser aussi. Alors moi, je me suis plus fondée pour y faire référence à Gunther Tobner, à la pensée de Gunther Tobner, qui a écrit notamment le droit, un système autopoïétique. Et je trouve l'idée du système et de l'autopoïèse juridique intéressante, puisqu'elle permet de voir donc, le système juridique, donc moi là je vais rester à l'échelle du système juridique, comme un système composé de différents sous-systèmes, qu'on peut appeler aussi des branches du droit. Donc le système juridique est composé de multiples branches du droit. Et chaque branche du droit a une terminologie qui lui est propre et donc une vision qui lui est propre de certaines opérations concrètes. Et là, ça peut être une illustration à travers ce contrat de vente de marchandises. On peut avoir une approche droit civil et une approche plus comptable qui permet de voir qu'on a des particularités au niveau du vocabulaire et parfois, là où ça devient problématique, c'est lorsqu'il y a conflit entre ces diverses branches du droit qui ont chacune une terminologie et donc une manière de concevoir qui lui est propre. Et donc c'est là qu'on peut rentrer dans des rapports de limitation entre les sous-systèmes juridiques qui ne se comprennent pas toujours. Et ça peut être problématique. Et là encore, c'est à mon sens tout l'intérêt d'avoir une approche comptable, notamment de droit comptable, c'est que la comptabilité permet d'avoir ce que j'ai qualifié dans ma thèse d'approche intégrative. Parce qu'on s'aperçoit, quand on explore certaines dispositions au sein de codes très divers, ça peut être le code de commerce, le code de l'environnement, que la terminologie comptable, on peut la retrouver dans toutes les branches du droit. Et c'est ce qui en fait un espace de dialogue entre les diverses branches du droit, entre les différents sous-systèmes juridiques. Et je trouve cette qualité comptable extrêmement intéressante. C'est l'espace qui va permettre d'initier ce dialogue entre les diverses branches du droit, puisque la terminologie comptable est peut-être arrivée à un tel degré de maturité qu'on n'a pas d'autres concepts, d'autres termes pour désigner
ce à quoi se réfèrent les concepts et la terminologie comptable. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des références, par exemple, ce qui me permet de faire la transition avec la suite, à la notion de provision qu'on peut retrouver, par exemple, dans le cadre du Code de l'environnement lorsqu'il est question de provisionner certaines sommes. Donc, à mon sens, c'est une grande qualité d'avoir une approche, de conduire une approche comptable, c'est de permettre de faire se rencontrer, en certaines circonstances, des sous-systèmes qui ont chacun leur terminologie, qui peut conduire à les limiter dans une idée de compréhension réciproque. Pour en revenir au passif, donc la dette est la première variété possible de passif. Deuxième variété de passif, la provision, définie par le plan comptable général comme un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. La définition de la provision est intéressante puisqu'elle permet d'introduire l'incertitude, donc l'aléa inhérent au risque. Et là, on se dit que voilà, la provision va permettre d'entrer en contact avec la notion de risque et donc d'appréhender le risque de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas de la dette, puisqu'on a vu qu'avec la dette, les contours sont certains. Le montant, l'échéance sont fixés de façon précise, donc il n'y a pas forcément de place pour l'aléa comme avec la provision. Donc c'est avec la provision qu'on peut faire le lien avec le risque. De même également avec la notion de passif éventuel. Donc là encore, j'ai reproduit la définition du passif éventuel telle qu'on la trouve au sein du plan comptable général. Et on voit que l'incertitude est encore plus grande avec le passif éventuel, puisque, et pour faire le comparatif entre les deux notions, si une provision a un caractère éventuel au titre de son montant ou de son échéance, le passif éventuel correspond à une obligation qui n'est ni probable ni certaine à la date d'établissement des comptes, ou alors à une obligation probable, mais pour laquelle la sortie de ressources ne l'est pas. Donc on a véritablement ces deux notions que sont la provision et le passif éventuel qui permettent de faire le lien avec le risque et donc à appréhender le risque. Et c'est ce qui fait de la comptabilité un outil d'appréhension du risque intéressant par ces nuances offertes par des définitions qui sont éprouvées. Et c'est ce qui permet aussi, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une approche tout au long de la vie de l'entreprise et non seulement au moment de sa transmission. Alors après le passif, puisque le passif environnemental est avant tout un passif, le passif environnemental. Alors nous avons, pour l'évocation du passif environnemental, deux sources. Un premier texte qui est une recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés et une recommandation française du Conseil national de la comptabilité du 21 octobre 2003 concernant aussi la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes individuels et consolidés des entreprises. Il n'y a pas de grande divergence entre les deux textes et la recommandation du CNC s'est beaucoup inspirée du texte de la recommandation de la Commission européenne. Alors, première réaction concernant ces deux sources pour tenter de définir les contours du passif environnemental. La première réaction, ça peut être une réaction de déception, en se disant que, voilà, dès lors qu'il s'agit d'appréhender les aspects environnementaux, il ne s'agit que de droits mous, de recommandations, pas de texte avec une juridicité plus forte. C'est la première réaction. Première réaction puisqu'il y a une seconde réaction, notamment après avoir pris connaissance de ces textes, de ces recommandations, on s'aperçoit très rapidement qu'ils se contentent d'apporter une coloration environnementale à des concepts bien connus et éprouvés, et notamment au concept de passif, tel qu'on vient de le voir et de l'aborder. Donc ces recommandations apportent certes une coloration environnementale, c'est un premier mérite, mais finalement, ça ne change pas grand-chose à la conception classique que l'on a du concept de passif. Alors, la recommandation du Conseil national de la comptabilité prévoit effectivement qu'une charge environnementale sera inscrite en contrepartie d'un passif lorsqu'il est probable que le règlement d'une obligation présente à caractère environnemental résultant d'événements passés
provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et que le montant auquel s'effectuera ce règlement peut être estimé de manière fiable. On apprend également que l'obligation à l'origine de l'inscription d'un passif peut être légale, contractuelle, implicite. Nous retrouvons donc les éléments de la définition d'un passif, à savoir le règlement d'une obligation présente résultant d'événements passés provoquant une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Donc on voit qu'il y a un calcage sur l'existant, sur la notion de passif qui est déjà éprouvée, appréhendée. Donc on rajoute la coloration environnementale, alors notamment avec une précision concernant le caractère environnemental du passif. Il est précisé par la recommandation à travers le concept de dépense environnementale et on apprend que ce caractère environnemental consiste à prévenir, réduire ou réparer les dommages causés à l'environnement. Et il faut également que la sortie de ressources ait pour objectif premier la protection de l'environnement pour que l'on puisse considérer que nous sommes bien en présence d'une dépense environnementale et donc pour le passif, d'un passif avec un caractère environnemental. Donc la base conceptuelle n'est absolument pas modifiée. On a finalement un passif classique avec une coloration environnementale, même si c'est quand même déjà un mérite d'avoir tenté cette approche et de définir notamment ce que peut être une dépense environnementale. Alors pour conforter l'idée selon laquelle il n'y a pas de modification de la substance de base, on peut se baser sur le préambule de la recommandation française qui annonce d'emblée qu'elle ne va traiter que des éléments de nature comptable et financière, des demandes de données financières en matière environnementale. On peut faire le même travail avec le préambule de la recommandation européenne qui indique très clairement que la présente recommandation ne traite pas des informations fournies dans un but spécifique, par exemple dans les rapports environnementaux, mais qu'elle traite des règles en matière de comptabilisation, d'évaluation et de publicité applicables aux dépenses environnementales, dans la mesure où elles apparaissent dans des opérations et événements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la situation financière de l'entreprise. Donc on ne va s'intéresser aux informations environnementales que si elles vont être en mesure d'impacter la situation financière de la société. Donc on a ce filtre, cette lecture financière qui ressort déjà des préambules des deux recommandations. Alors ça renvoie à ce que j'appelle la base conceptuelle du droit comptable. Alors pour s'y référer, pour la trouver, j'ai essayé de recenser, alors absolument pas de manière exhaustive, mais à travers quelques dispositions, quelques articles, ce qui peut éclairer sur cette base conceptuelle avec un filtre de lecture financier, des dispositions au sein du Code de commerce, puisqu'au sein du Code de commerce, suite à la loi comptable du 30 avril 1983, on a des dispositions d'ordre comptable qui ont été introduites. Par exemple, l'article L123-14 du Code de commerce évoque que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères, donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Donc là encore, on retrouve cette idée de prise en compte, d'intégration de la situation financière de l'entreprise. C'est elle qui va intéresser. Alinéa 3 de ce même article, si dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière que l'on retrouve, ou du résultat, il doit y être dérogé. Et puis un petit peu plus loin, on retrouve encore cette idée d'intérêt pour la situation financière de l'entreprise. Le même constat peut être effectué avec l'article L123-15 alinéa 1er du Code de commerce. Donc, je ne vais pas lire cet article, donc il est reproduit ici sur la diapositive. Il est encore fait référence à la situation financière de l'entreprise. Et on retrouve à nouveau cette référence à travers un autre article du Code de commerce, qui est l'article L123-17. Toujours en lien avec le principe d'image fidèle, d'ailleurs, il faut... Cette fidélité, elle est entendue eu égard à la situation financière de l'entreprise.
J'ai également pris appui sur une disposition du plan comptable général, donc au début du plan comptable général, avec l'article 121-1, qui dispose que la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière. Donc le ton est donné, qui va permettre de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées, présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. Alors, dans un langage comptable ou de gestionnaire, cette base conceptuelle se traduit donc par la prise en compte du seul capital financier de l'entreprise. Et pour reprendre notamment la présentation de Jacques Richard, pour faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler les véritables comptabilités environnementales et celles qui le sont moins, nous restons ici avec ce prisme de lecture qui n'est que financier, dans une vision extérieure-intérieure. Donc une lecture financière, donc quand bien même on s'intéresserait à des éléments qu'on qualifie encore aujourd'hui d'extra-financiers, l'environnement, le social, c'est toujours avec ce prisme, ce filtre financier pour voir quelles vont être ces répercussions sur l'entreprise. Donc il y a toute une base conceptuelle qui, à mon sens, oriente cette dimension et cette lecture. Donc ça, c'est important de le remarquer. Alors là où ça devient problématique, c'est dans le contexte actuel, lorsque des acteurs tentent de s'engager dans une démarche de transition écologique. Ils vont avoir des coûts, et c'est ce que permet de mettre en évidence CARE, la méthodologie CARE, c'est qu'il va y avoir des coûts, ces fameux coûts de maintien du capital naturel. Donc ces coûts-là que rencontrent les acteurs engagés dans une démarche de transition écologique, ce sont des coûts qui vont se traduire comme des charges dans leur compte de résultats et que n'auront pas les autres acteurs économiques qui ne sont pas engagés dans cette démarche-là. Donc la vision que l'on peut en avoir est la suivante, c'est que les règles comptables actuelles pénalisent finalement les acteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche de transition. On ne voit pas la contrepartie positive qu'il y aurait avec CARE, à savoir que ces coûts ne sont que la traduction de la volonté de maintenir le capital naturel. Donc, cette base conceptuelle qui donne une lecture et un filtre qui n'est que financier a pour effet de limiter l'appréhension du risque environnemental. Et donc, ce serait tout l'intérêt, finalement, d'entrer dans une approche multicapitaux, comme le fait CARE, afin d'avoir une meilleure appréhension, meilleure perception du risque environnemental de l'entreprise de manière générale. L'idée serait donc d'introduire et de faire évoluer cette base conceptuelle en ayant un filtre qui ne soit plus que financier, qui ne soit plus exclusivement financier. Donc on voit qu'il y a cette notion centrale au sein de CARE qui est la notion de capital. Alors pour définir simplement, j'aime toujours me référer à la manière dont Alexandre Rambaud définit le capital, à savoir ce à quoi nous tenons, conformément à l'adjectif. Je trouve effectivement c'est assez intéressant pour s'apercevoir et matérialiser ce que peut représenter le capital pour une entreprise. C'est finalement ce à quoi nous tenons. Et là où c'est intéressant quand on tente de croiser avec une approche juridique, c'est que la notion de capital n'est pas inconnue des juristes, et notamment les juristes qui s'intéressent au droit des sociétés, qui connaissent très bien la notion, à travers le concept de capital social. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse au droit des sociétés, c'est que le capital social, eh bien, on fait tout aussi pour le maintenir à travers un principe que l'on appelle le principe d'intangibilité du capital social ou de fixité du capital social. Et selon ce principe, les associés n'ont pas le droit de demander le remboursement de leurs créances tant que la société n'est pas dissoute. Donc on voit qu'il y a bien au droit des sociétés cette volonté de maintenir le capital de la société, le capital social, à travers cette règle de fixité du capital. Et c'est également en vertu de ce principe qu'il est interdit aux associés de mettre le capital en distribution sous forme de dividendes. Donc
un dialogue est évidemment possible entre comptables et juristes, ne serait-ce qu'à travers cette notion de capital que l'on appréhende également, notamment au prisme du droit des sociétés. L'intérêt serait donc de parvenir à une intégration juridique de cette lecture qui ne soit plus que financière, mais également environnementale et sociale, à travers donc l'apparition de nouveaux capitaux, donc capitaux naturels et capitaux humains. Et c'est donc en ce sens que devrait évoluer le droit comptable. Je suis désolée, je n'ai pas fait défiler les slides à la bonne vitesse. Voilà. Donc là, c'est tout simplement ce que je viens d'évoquer. Alors, dans l'optique de faire évoluer le droit comptable, il peut y avoir, alors l'entrée qui sera celle du droit comptable, conduit à ne pas prendre pour entrée celle du droit de l'environnement. Alors, ça peut paraître assez évident de le dire comme ça, donc l'entrée sera plutôt celle du droit comptable pour faire évoluer le droit comptable, mais je voulais prendre le temps d'évoquer ce point-là, puisque lorsque on cherche à appréhender les risques environnementaux de l'entreprise, on peut... Enfin, c'est ce que je m'imagine, en fait, si j'essaie de m'extraire du système juridique et de ma position de juriste, on peut penser immédiatement au droit de l'environnement, en se disant qu'il va être la solution pour permettre à l'entreprise de mieux appréhender ces risques environnementaux. Donc, je ne choisis pas cette approche de droit de l'environnement aujourd'hui. On va revenir tout à l'heure, ce sera plutôt celle du droit économique dans laquelle s'insère le droit comptable. Donc, je reviens quand même un instant sur cette idée que l'entrée n'est pas celle du droit de l'environnement. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'idée d'un droit de l'environnement tourné vers l'objectif premier de protection de l'environnement est une idée récente, des années 60-70, puisque historiquement, le droit de l'environnement se fait l'héritier du droit de l'hygiène et de la salubrité publique. Le droit de l'environnement est d'ailleurs présenté dans les manuels de droit de l'environnement comme un droit récent, mais qui a toutefois une histoire. Une histoire avec des textes fondateurs comme celui sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc là, ça renvoie effectivement à un texte de 1810, un décret, le décret du 15 octobre 1810, instaurant un régime d'autorisation pour les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Pourquoi se référer à ces textes fondateurs, notamment de 1810 ? Parce qu'ils sont effectivement, dans l'histoire de la construction de droit de l'environnement, et surtout, ils démontrent qu'initialement, on a commencé à s'intéresser à ces questions d'environnement pour permettre à des activités polluantes, tout simplement, pour résumer, de pouvoir continuer à s'exercer, mais tout simplement en étant encadrées. Donc il y a cette volonté d'encadrer des activités, mais qui sont quand même polluantes à la base. Et c'est là que le droit intervient. Je trouvais intéressant donc de rappeler cet historique et ses racines. Alors, dans sa conception récente, quand même, je reviens sur cette dimension-là, le droit de l'environnement, on le voit, il est tourné vers l'objectif de protection de l'environnement, notamment à partir des années 60-70. Alors ce droit de l'environnement s'est véritablement construit comme un droit de police administrative visant à lutter contre les pollutions et les nuisances. Et là, avec ces polices administratives, on se place dans l'idée d'une construction verticale du droit, avec l'entreprise qui est cible et destinataire de cette réglementation environnementale. Et ça, c'était encore très vrai au début des années 70. Alors, depuis la fin des années 80, et avec une forte accélération dans la dernière décennie, il est possible de constater un recours massif à des outils qui appartiennent au monde des affaires, au monde des relations d'affaires et qui relèvent plus du droit de l'entreprise et des marchés. Donc cette pénétration des outils qu'on pourrait qualifier des outils de droit économique, des acteurs économiques au sein du droit de l'environnement a affecté la physionomie du droit de l'environnement. Alors je l'évoque, je tiens à le souligner quand même, mes propos s'appuient beaucoup sur
les travaux de Gilles Martin, qui véritablement a beaucoup étudié ce phénomène de transformation du droit de l'environnement avec l'intégration d'outils de droit économique, par exemple le marché, tout simplement. C'est l'exemple le plus parlant lorsqu'il est question des marchés de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, le marché des unités de biodiversité, etc. Donc on voit qu'il y a ces outils du droit économique qui pénètrent le droit de l'environnement. Donc il y a cette première dimension. Donc il est important, même pour les juristes qualifiés d'environnementalistes, de s'intéresser à ces outils de droit économique pour comprendre les métamorphoses à l'œuvre au sein même du droit de l'environnement. C'est le premier diagnostic que l'on peut faire. Inversement, il est intéressant d'observer à quel point les préoccupations environnementales ont débordé du droit de l'environnement, ont gagné les autres branches du droit, donc sont sortis du droit de l'environnement et ont notamment pénétré ce qu'on peut appeler le droit économique ou le droit des affaires. Donc il y a ces préoccupations environnementales aujourd'hui qui gagnent aussi le droit économique. Donc on a deux mouvements comme ça assez intéressants à observer. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi le droit économique de l'environnement. Alors le nom qui est encore une fois très attaché à ce champ de recherche, le droit économique de l'environnement avec ses relations croisées, eh bien, le nom qui y est associé, c'est celui, encore une fois, de Gilles Martin. D'ailleurs, les mélanges qui ont été écrits en son honneur s'intitulent « Pour un droit économique de l'environnement ». Et je tiens à profiter aussi de l'évocation de ce droit économique de l'environnement pour faire référence à des travaux qui ont commencé dans le cadre d'un projet de recherche qui est piloté par Ott Solveig Epstein, Marie-Alice Chardot et Gilles Martin. Ce projet de recherche, la transition écologique du droit économique, étudie ces dimensions-là, ces aspects-là. Et il s'est d'ailleurs ouvert en juin dernier avec un colloque qui était organisé à Paris. Et donc c'est un projet qui doit se dérouler sur 2 ans et qui a vocation vraiment à marquer l'importance de ce champ qui est le droit économique de l'environnement. Pour revenir au droit économique lui-même, alors l'idée du droit économique est qu'il existe une analyse économique du droit. Et il doit donc exister en parallèle une analyse juridique de l'économie. Là, je reprends les propos de Gérard Farjat, qui rejetait l'idée d'un droit serviteur de l'économie. Donc Gérard Farjat soulignait que le droit devait au contraire servir à discipliner le système économique. Et cet objectif assigné au droit contribue à faire émerger l'idée d'une régulation juridique du système économique. C'est le premier point. Et le second point, c'est que le souhait de cette régulation juridique du système économique présuppose aussi d'identifier les valeurs qui sous-tendent cette régulation. Donc dans cette tâche, le droit économique peut trouver plusieurs appuis, parmi lesquels le droit comptable. Alors parmi ces appuis, on peut avoir le droit fiscal, par exemple, le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté. Donc quand je me réfère à l'arsenal du droit économique, ce sont toutes ces branches du droit qui contribuent à analyser les relations des acteurs économiques. Donc on reste dans ce champ de l'économie appréhendée par le droit. Et donc, parmi les outils, il peut y avoir le droit comptable. Alors, tout d'abord, premier point, qui est l'idée d'un appui comptable donc, à la dimension critique du droit économique. Alors, pour le simplifier, pour le formuler plus simplement, ça renvoie à observer le droit comptable, ou plus généralement la comptabilité, tels qu'ils sont actuellement, dans une dimension donc critique. Alors pour cela, on va pouvoir se servir de l'outil comptable en cherchant à identifier les valeurs qui sous-tendent la règle comptable. Mais pour être en mesure d'entrer dans cette démarche, encore faut-il souligner et percevoir que la comptabilité n'est pas neutre. Alors,
pour vous, c'est peut-être voilà, évident, mais je tiens quand même à le souligner parce que notamment, je crois, pour peut-être des juristes, lorsqu'il est question de chiffres, on peut avoir le sentiment que ça renvoie à une technicité comptable et que les juristes n'auraient pas forcément peut-être à s'en inquiéter. Alors que non, justement, quand on rentre dans cette démarche et qu'on voit l'outil comptable comme un élément, un outil dans l'arsenal du droit économique, ça conduit justement à avoir cette approche critique en se disant, attention, la comptabilité, ce n'est pas quelque chose de neutre. Il y a toujours des valeurs, des idéaux sous-jacents à la règle comptable, et c'est peut-être du rôle des juristes d'être en mesure de les identifier, de les questionner. La comptabilité est donc un puissant vecteur de diffusion de valeur en contraignant l'entreprise dans sa manière de comptabiliser. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque René Sabatier le mettait en exergue dans son ouvrage de 1969, « Le droit comptable au service de l'homme ». Donc, René Sabatier évoquait le droit comptable qu'il voulait au service de l'homme. Et je le cite, page 135 de son ouvrage, il prévoit que toute cette technique, en référence à la comptabilité, est mise par le droit au service des valeurs humaines. Toute l'exubérance de cette vie comptable n'est néanmoins qu'un instrument. Le droit moderne qui l'utilise garde sa vocation. Les valeurs comptables lui servent simplement à poursuivre une approche plus poussée du bien commun. Et c'est dans cette poursuite qu'il les incorpore à sa technique. Je trouve cette citation de René Sabatier intéressante puisqu'elle contribue à replacer tout l'intérêt d'une approche et de la nécessité d'une juridicité. Donc à la base de la comptabilité, des règles, il y a cette dimension juridique qu'il ne faut pas oublier et peut-être aussi aujourd'hui plus que jamais dans une dimension démocratique. Sur un plan démocratique, il me semble crucial de percevoir que tous les enjeux qui gravitent autour des normes comptables ne renvoient pas qu'à des enjeux d'ordre technique. On en appelle aussi à des valeurs qu'il faut être en mesure d'identifier et de questionner pour décider collectivement, donc démocratiquement, collectivement, de ce que l'on souhaite faire entrer dans la comptabilité de l'entreprise, donc ce qui va entrer ou non dans ces radars, pour revenir à l'idée du filtre que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ma crainte est que ces questionnements échappent au droit, échappent au questionnement des juristes, avec un calcage sur l'existant, sans interroger les soubassements idéologiques de la norme, notamment dans un contexte d'hégémonie quasiment, d'influence grandissante des normes comptables internationales. Donc je trouve qu'il est toujours intéressant vraiment de ne pas perdre vue cette idée. Il n'y a pas que des enjeux techniques, il y a des enjeux de valeurs et d'idéologie aussi dessous. Alors la deuxième idée, qui est celle de l'appui comptable à la régulation juridique du système économique, donc là ça impose d'être non plus dans une critique du droit comptable ou de la comptabilité tels qu'ils sont, mais plutôt de se placer dans une dimension davantage prospective. Comment il pourrait être pour permettre une meilleure appréhension du risque environnemental. Alors on le sait, il y a eu une intégration de certaines valeurs nouvelles, qui traduisent de nouvelles attentes pesant sur l'entreprise par le droit. Alors, il y a tout un champ, tout un mouvement que je ne peux pas ne pas évoquer, qui est celui de la RSE, pour responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, qui manifeste cette volonté d'intégration de nouvelles attentes pesant sur l'entreprise. Alors ce mouvement RSE a influencé le comportement de sociétés qui, de manière volontaire, ont diffusé au sein de leur rapport annuel. Donc on voit encore le lien avec la comptabilité. Donc des informations d'ordre environnemental et sociétal. Elles étaient soucieuses de leur image, mais aussi soucieuses de l'impact de telles informations sur leur cours boursier. Et c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de voir que le financier et ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'extra-financier, ça peut être d'ailleurs critiquable, mais sont quand même connectés. Il y a un lien d'interdépendance entre les deux. Alors pour revenir à la réaction du droit précisément, en France, la loi relative aux nouvelles régulations économiques, dite NRE, du 15 mai 2001,
a introduit l'obligation pour les sociétés cotées de diffuser des informations sociétales dans leur rapport annuel. Depuis, cette obligation a été restreinte aux sociétés cotées dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'État et étendue aux sociétés non cotées dépassant d'autres seuils fixés par décret en Conseil d'État. Et l'obligation prend la forme de ce que l'on appelle la DPEF, pour déclaration de performance extra-financière, que l'on trouve mentionnée à l'article L225-102-1 du Code de commerce. Plus récemment encore, la loi Pacte modifie l'article 1833 du Code civil qui prévoit désormais que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération, donc considération et non pas compte, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et l'article 1835 du même code précise que les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituer des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. On le perçoit en agissant sur la société, entité personne morale, le législateur tente tant bien que mal de traduire les attentes qui pèsent sur l'entreprise du XXIe siècle. Le profit ne peut plus être son unique ressort. C'est la raison pour laquelle l'entreprise doit redéfinir son rôle dans la société en mettant en avant ses dimensions sociales et environnementales. Alors à cette fin, on a un rapport qui est intéressant, qui est le rapport Nota-Sénar, rendu en mars 2018, l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui soulignait que toute compréhension de l'entreprise passe par sa comptabilité. Dans cette optique, il est publiquement recommandé d'engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour servir l'intérêt général. Donc on voit qu'il y a cette prise de conscience quant à l'importance de la comptabilité, comment elle peut orienter le comportement des acteurs économiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle permet peut-être là de toucher au noyau dur de la comptabilité et non plus simplement au champ du reporting extra-financier. On a parfois le sentiment que les choses avancent beaucoup pour nous, juristes, quand on observe justement en droit des sociétés ces évolutions dans le cadre de ce qu'on appelle le rapportage social et environnemental. Finalement, on ne touche pas au droit comptable, au noyau dur de la comptabilité, aux règles comptables, avec cette idée de filtre de lecture que j'évoquais précédemment. L'idée serait donc de pénétrer enfin le cœur du réacteur en agissant sur les comptes au sens strict, comme le fait CARE d'ailleurs, et c'est pour moi tout l'intérêt de CARE, c'est d'agir sur les comptes au sens strict, de pénétrer le cœur du réacteur, le noyau dur de la comptabilité, dans une approche de soutenabilité forte aussi, il faut le souligner. Donc l'idée serait de transformer la base conceptuelle du droit comptable en ayant un filtre de lecture qui ne soit plus exclusivement financier. Alors, lorsque cette idée est avancée, j'ai été un petit peu trop vite, lorsque cette idée est avancée, souvent la limite qui est mise en exergue, en tout cas moi c'est ce qu'on me dit, donc c'est très bien de vouloir faire évoluer le droit comptable dans cette dimension donc d'intégration de nouveaux capitaux. Mais la limite serait, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche, que toute comptabilisation est fondée sur des obligations juridiques. Et ça, on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai rappelé les règles de comptabilisation d'un passif. On le voit, il y a effectivement des obligations juridiques à la base de cette comptabilisation. L'idée, dans cette critique qui est faite, serait que si ces obligations n'existent pas, il ne serait pas possible donc de procéder à une comptabilisation. Alors pour moi, je me trompe peut-être, mais la manière dont je perçois cet argument, ce serait de dire, bon ben voilà, il faut attendre des autres branches du droit. Il faut par exemple du droit de l'environnement, la création d'obligations juridiques de nature à permettre la comptabilisation de l'environnement ou l'intégration réelle des préoccupations environnementales au sein de la comptabilité des entreprises. Donc je suis assez perplexe pour plein de raisons sur lesquelles je voudrais revenir, que je souhaiterais développer ici. Je suis très sceptique avec cette approche. La première raison, tout d'abord, à mon sens, un tel raisonnement revient à faire abstraction de l'existence même
du droit comptable. Ça revient à nier le droit comptable et oublier que le droit comptable peut lui-même être source de l'obligation. Alors, ça peut s'expliquer. Alors, c'est une tendance, plus exactement. C'est une tendance, je trouve, notamment lorsque, donc dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai tenté d'approcher cette dimension comptable en explorant la jurisprudence. On s'aperçoit que le juge renvoie beaucoup ces questions, non pas forcément à du droit directement, mais au fait que, voilà, dès lors qu'on rentre dans cette analyse chiffrée, c'est une question d'expert, encore une fois, de chiffrage, sur laquelle on n'a pas forcément de choses à dire. Alors c'est vrai que le droit comptable peut être présenté quand même comme une matière, une discipline récente. Et ce qui a permis de voir l'émergence d'un droit comptable, c'est le souci de produire une information comptable de qualité. Donc il y a cette dimension contrôle de la qualité de l'information comptable produite qui est extrêmement importante et qui contribue à faire comprendre l'intérêt aussi de l'approche juridique. La comptabilité peut d'ailleurs être présentée comme un instrument de preuve en droit, et c'est là encore un élément qui permet de dire que sa qualité est extrêmement importante. Alors, je reprendrai des auteurs qui ont écrit, Précy Dalloz, l'ouvrage Droit comptable. Il souligne qu'à mesure qu'une technique progresse, elle appelle pour ordonner sa fonction sociale des règles juridiques. Alors, j'évoquais aussi précédemment l'adoption de la loi comptable du 30 avril 1983. C'est elle qui est à l'origine des dispositions comptables au sein du Code de commerce. Et c'est ce qui permet aussi de dire que la reconnaissance officielle du droit comptable est plutôt récente quand on se réfère donc à cette loi de 83. Alors, pour faire un petit parallèle que je trouve intéressant avec la manière dont la comptabilité peut être enseignée dans les facultés de droit, souvent, on dit aux étudiants, en tout cas moi ça a été mon expérience, que l'on va enseigner des cours de comptabilité. Et donc, les enseignants chargés de ces cours ne sont pas des juristes, donc ce sont des comptables qui viennent faire cours aux juristes dans les facultés. Donc, on va regarder techniquement comment on traduit, donc c'est extrêmement intéressant, mais on n'a pas forcément cette approche juridique. Et l'approche de la comptabilité aussi, le Code de commerce, il est important, je l'évoquais tout à l'heure, je me suis appuyée dessus à plusieurs reprises. Il est important parce qu'en droit, la première approche que l'on a de la comptabilité, c'est sous le prisme du droit commercial. En deuxième année de licence, on apprend que les commerçants ont des obligations comptables. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on aborde les questions comptables lorsque l'on commence ces études de droit, donc souvent en deuxième année de licence. Alors, ce qui fait aussi l'originalité du droit comptable, c'est qu'il se caractérise par la diversité de ses sources qui ne correspondent pas à la pyramide classique des sources du droit. On a des normes techniques aussi qui sont importantes. Et donc, on n'a pas forcément une construction qui est identique aux autres branches du droit, ce qui peut dérouter le juriste. Il faut le reconnaître. Alors là, je reprends notamment pour cette idée d'originalité, je citais Robert Taylor et Brigitte Rebaud-Turillo. Alors c'est un constat qui est donc important en droit comptable. Et là, alors j'en viens à la diapositive suivante. Voilà, j'ai voulu recenser un petit peu les ouvrages de droit comptable. Alors pour les juristes, on a des éditions de référence, par exemple les éditeurs Dalloz. Et j'évoquais précédemment le Précy Dalloz, droit comptable. C'est assez intéressant de voir que sa troisième et dernière édition, elle date de 2004. Voilà. Alors j'ai quand même trouvé un ouvrage plus récent à la LGDJ, publié à la LGDJ, La comptabilité racontée aux juristes. Donc là, on a un ouvrage récent de 2020. Alors c'est intéressant, la manière dont il est intitulé. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'enseignement de la comptabilité dans les facultés de droit. C'est bien la comptabilité racontée aux juristes. Alors néanmoins, les premières leçons de cet ouvrage sont consacrées au droit comptable. Alors, je reviens quand même sur le propos initial qui était de dire finalement
qu'il n'y a pas, la limite qui serait de dire, voilà, tant qu'il n'y a pas une évolution des obligations juridiques qui sont à la base de toute comptabilisation, on ne pourra pas voir évoluer le droit comptable de cette façon-là. Alors, à mon sens, ça revient à déplacer le problème. L'idée, tout simplement, qu'on ne peut pas attendre d'autres branches du droit des évolutions d'ordre comptable. Donc ça peut paraître comme ça assez évident de le dire. Alors, premier point tout d'abord pour justifier cette idée, eh bien, c'est que le législateur, tout simplement, lorsqu'il élabore des textes, quels que soient les textes, par exemple, en droit de l'environnement, la police administrative de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement, le législateur, lors de l'élaboration de ses obligations juridiques, il ne se pose pas nécessairement la question de la réception comptable de ces obligations juridiques. Donc, il n'est pas dans cette démarche de réflexion de se dire comment les entreprises vont comptabiliser ces obligations du droit de l'environnement. C'est ce qui me semble déroutant dans l'idée d'attendre d'autres branches du droit des évolutions d'ordre comptable, finalement. Ça revient aussi à ne pas percevoir l'existence du droit comptable en tant que tel, c'est ce que je disais tout à l'heure, et de cette façon, on ne peut pas percevoir le retard qu'il a pris, à mon sens, par rapport aux autres branches du droit. Puisque j'évoquais tout à l'heure la pénétration des préoccupations environnementales au sein de ce qu'on appelle le droit économique en général. Donc le droit des entreprises en difficulté l'a intégré. Donc on peut voir cette pénétration des préoccupations environnementales dans plein de branches du droit économique. Et ne pas avoir ce regard spécifiquement comptable, c'est ne pas avoir cette lecture exclusivement financière que j'évoquais tout à l'heure, ce prisme de lecture exclusivement financier, qui fait que oui, il y a un retard pris considérable et il faut que le droit comptable soit lui aussi en mesure de traduire ces nouvelles attentes qui pèsent sur l'entreprise du XXIe siècle. Et il n'y a que le droit comptable, à mon sens, pour traduire ces attentes. Donc je pense que juridiquement, il faut à tout prix que l'on se concentre et que l'on ne déplace plus le problème avec cette entrée droit comptable. L'analyse doit donc être conduite à l'échelle du droit comptable lui-même, dans le cadre d'une approche conceptuelle qui touche donc à sa conception originelle et au texte fondateur, puisque ce sont eux qui vont initier, à mon sens, cette lecture, notamment qui est aujourd'hui exclusivement financière. Donc c'est cette lecture qui commande effectivement aux acteurs économiques une lecture du monde qui les entoure et qui peut contribuer à les éloigner du réel, pris dans une matérialité physique. Et donc c'est assez dommageable. Voilà pour ce qui est de cette présentation et à mon sens, de l'intérêt d'une approche comptable et plus spécifiquement de droit comptable. Alors en guise de conclusion, je voudrais simplement dire que la comptabilité, on le voit, à mon sens, elle apparaît véritablement comme la colonne vertébrale de l'entreprise, plus généralement de toute organisation humaine, puisque à côté de la comptabilité des entreprises, il y a aussi la comptabilité publique. D'ailleurs, là, pour les ouvrages en question, j'ai vu qu'il y a le droit de la comptabilité publique très récent, publié aux presses universitaires de France, qui vient de sortir. Voilà, donc on a la comptabilité comme base, puisqu'elle va induire une lecture. Donc là, moi, je me suis concentrée sur la comptabilité des entreprises, mais on pourrait probablement, mais je ne m'aventurerai pas dans ce champ que je ne maîtrise pas, opérer des diagnostics peut-être similaires avec la comptabilité publique. La comptabilité est donc déterminante, et c'est d'autant plus important de le souligner, qu'aujourd'hui, il est beaucoup question, et là ça intéresse pleinement les juristes, de réformer la fiscalité, de tendre vers une fiscalité environnementale, de tendre également vers une finance qui soit plus durable. Et quand on a cette lecture et quand on a compris l'importance de la comptabilité, ça rend sceptique sur beaucoup de choses, puisque le résultat fiscal est calculé sur la base du résultat comptable. Donc je ne vois pas comment on pourrait parvenir à une véritable fiscalité environnementale, à tout le moins convaincante pour ce qui est de l'intégration des enjeux environnementaux, dès lors que l'on ne touche pas à ce socle comptable. C'est de lui que dépend la fiscalité aussi. Les retraitements fiscaux vont se faire sur la base de ce résultat comptable. Donc encore une fois, c'est la base, et je trouve que c'est important de l'avoir à l'esprit.
Pour ce qui est de la finance durable aussi, donc là on est dans un champ qui évolue énormément, mais là encore, c'est la comptabilité qui est productrice de l'information financière. Oui, une finance durable, une finance en transition vers la durabilité, mais il est peut-être nécessaire aussi de s'interroger sur le socle comptable, la comptabilité en tant que productrice de l'information financière pour voir évoluer la finance vers la durabilité pour de vrai, j'ai envie de dire. Encore une fois, pour ce qui est de l'approche comptable, je trouve que c'est intéressant de le souligner. L'approche de droit comptable, elle permet d'appréhender l'entreprise dans sa globalité et non pas uniquement la société. Quand j'évoquais la loi Pacte tout à l'heure, on voit que le prisme d'action, la marge d'action du législateur, son levier, c'est le droit des sociétés, beaucoup. Mais le droit des sociétés, ça peut être réducteur. Il n'y a pas que la société personne morale, il y a aussi l'entreprise individuelle. Donc je ne rentrerai pas dans les débats, hein, vous le savez. Donc en droit juriste, on ne sait toujours pas définir véritablement l'entreprise. Mais on a à côté de la société personne morale l'entreprise individuelle, alors qui est reconnue juridiquement, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, etc. Donc on ne peut pas résumer l'intégration des nouvelles attentes pesant sur l'entreprise. On ne peut pas fonder ces nouvelles attentes uniquement sur le droit des sociétés. Oui, le droit des sociétés est extrêmement important, hein, je ne dis pas le contraire, mais il n'est pas suffisant. Et l'intérêt, encore une fois, de l'approche comptable, c'est de permettre d'avoir une approche élargie de l'entreprise sans se limiter à la seule société personne morale. Alors, en guise d'ouverture, je voulais également évoquer les comptabilités de gestion écosystème centré. Alors, je suis navrée de ne pouvoir le faire qu'en ouverture parce que c'est un champ nouveau pour moi, que je commence tout juste à explorer, sur lequel je n'ai pas encore beaucoup d'outils et sur lequel je ne pourrais pas dire davantage que ce que je vais dire tout de suite, mais c'est assez intéressant puisque ça permet de développer, alors là je reprendrai les propos de Clément Feger, des outils interstitiels. Oui, il y a la comptabilité des entreprises, donc la comptabilité publique, et il y a peut-être aussi cette nécessité de développer des outils dans ces interstices, voir les relations entre ces différents éléments, et ça peut prendre tout son sens à l'échelle d'un écosystème, d'un territoire. Et récemment, j'ai découvert un concept que je trouve extrêmement intéressant. J'étais très familiarisée avec celui de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, la fameuse RSE. Mais il est question aujourd'hui d'une RST, une responsabilité sociétale des territoires. Et là encore, ça permet de se dire qu'on peut raisonner aussi à l'échelle d'un territoire et ça prend tout son sens puisque on a affaire à des communs, par exemple l'eau, la ressource eau. Et donc l'entreprise doit avoir une idée de la manière dont elle va l'intégrer, elle va le prendre en considération, mais pas que. Donc voilà, ça permet d'élargir le champ et de se dire que voilà, il y a des réflexions juridiques qui doivent être engagées aussi vers de nouvelles formes de gouvernance, pas uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais peut-être aussi à l'échelle des territoires. Je vous remercie pour votre attention.